j'ai trouvé ce poste donc à Pueblo. Il demandait un fellowship trained trauma surgeon. Donc, ce que tu n'avais pas. Bon, exactement, ce que je n'avais pas. Quand on finit la chirurgie générale, l'internat ici aux States, on est déjà entraîné en trauma, mais tu peux faire une année en plus pour être encore plus spécialisé là-dedans. Et j'avais toujours le souvenir d'un... Enfin, je ne sais même pas si les statistiques, les chiffres sont corrects, mais qui disaient que, tu sais, les hommes, pour postuler un job, s'assurent d'avoir 60% des critères. Et les femmes s'assurent d'avoir 90% des critères, tu vois. Et je me suis dit, si j'étais un mec, j'ai aucun problème, tu vois, j'enverrais mon dossier. Et j'ai envoyé mon dossier, et en fait, ils m'ont dit, bah non, on s'est planté, on n'avait même pas besoin d'un fellowship trained surgeon. Comme quoi. Et donc, on a fait un entretien au téléphone, et puis j'y suis allée, et j'étais genre, mais c'est ouf, quoi. Enfin, genre, tout le monde était super sympa. J'avais plusieurs des collègues qui étaient dans la même situation, donc Mexicains, d'Inde, de Canada, enfin tout ça, donc c'était vraiment assez varié. Et c'était au Colorado. Enfin, j'avais jamais été au Colorado. Tu connaissais pas le... Non, je connaissais pas le Colorado, mais t'avais cette idée, tu sais, le Colorado, que c'était super beau et tout. Les grands espaces. Mais voilà, et les montagnes et tout. Et donc, moi, la première fois que je suis venue au Colorado, c'est pour mon entretien. Et donc, je suis venue passer mon entretien. Je me souviens avoir dit à ma mère, mais it's too good to be true, tu vois. Il faut que je vous fasse une confidence. J'ai toujours été fascinée par la médecine. De manière très littérale dans un premier temps, puisque j'ai même tenté, comme de nombreux bacheliers, les études de médecine en France, et la fameuse P1, qui ne s'est pas vraiment soldée par les résultats escomptés, mais aussi dans mes loisirs, car je dois bien vous l'avouer, je suis archi fan de séries médicales, des séries qui ont d'ailleurs marqué ma vie d'adulte, avec Urgence en tête, la série qui a révélé George Clooney, Dr House, la série qui m'a appris à comprendre l'anglais parlé, ou encore, plus récemment, Grey's Anatomy, qui en est tout de même à sa 19e saison. Bon, ok, il y a aussi H avec Eric et Ramsey, mais ça c'est un autre registre. Une chose qui m'a toujours marquée dans ces séries américaines, c'est le rythme plus qu'intense que les acteurs, médecins donc, ont, et la relation que chacun des personnages entretient avec l'hôpital. Un hôpital dans lequel ils dorment finalement plus souvent que chez eux. Eh bien, c'est un des sujets de l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je partage mon micro avec Priscilla Nobécourt. Elle est chirurgienne à Pueblo, dans le sud du Colorado. Priscilla, elle est le fruit de deux cultures, française de par son papa et mexicaine de par sa maman. Et elle nous plonge dans son incroyable aventure entre les États-Unis, le Mexique et la France, et nous raconte notamment sa décision de quitter la France afin de poursuivre ses études de médecine au Mexique, puis de les poursuivre aux États-Unis afin de devenir chirurgienne. Priscilla partage avec nous les hauts et les bas de ce parcours qui est très exigeant, qui a été marqué par des études difficiles, mais un engagement total envers sa profession. Elle nous livre de manière complètement décomplexée les moments de burn-out par lesquels elle est passée, le peu de soutien de ses pairs aussi qu'elle a reçu à ce moment-là, et comment elle a su puiser en elle-même pour trouver la force de continuer. Fort heureusement, l'histoire de Priscilla ne s'arrête pas là. Elle nous révèle aussi comment est-ce qu'elle a pu continuer à exercer la médecine aux États-Unis grâce au programme Conrad 30, qui permet aux médecins étrangers de travailler dans les régions rurales et défavorisées du pays et de ne pas avoir à rentrer dans leur pays d'origine. L'histoire de Priscilla est un témoignage vibrant de courage, de résilience et de détermination à poursuivre ses rêves, peu importe les obstacles. J'espère qu'il vous fera autant de bien que moi. Alors ceinture, direction Pueblo, Colorado. Vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Ah oui, et moi, c'est Anne-Fleur Andrely. Ah, salut! Ça va et toi? Désolée, je me suis perdue alors que j'avais un GPS. Ça va et toi? Ouais. Comment tu vas? Ouais. Ça va? Ouais, écoute, ça va bien, je travaille pas. Enfin, je travaille ce soir, mais. Ah, tu travailles ce soir? Ouais, mais techniquement, un week-end, je travaille pas. Bon, est-ce que t'as des questions pour moi en fait? J'ai aucune idée, j'ai jamais fait ça, donc je suis partante pour tout. Ah la cool hein. Le plus dur c'est de se lancer. Ouais. Même pour moi. Hein. Ouais. Salut. Ça marche. Salut, ça va? Bienvenue chez moi. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à moi. Ah, avec plaisir. Merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Est-ce que tu veux peut-être commencer par te présenter? Je m'appelle Priscilla. J'habite à Colorado Springs. Ça va faire 3 ans maintenant que je suis au Colorado. Ouais.
Mais je suis aux États-Unis depuis 2014. J'exerce en tant que médecin dans le sud du Colorado, donc à Pueblo. Donc voilà, un peu. C'est déjà pas mal. Ouais, l'intro. T'es médecin, t'es chirurgienne. Je suis chirurgienne, ouais. T'as une spécialité? Je fais la chirurgie générale et la traumatologie. D'accord. Donc aux États-Unis, ça veut dire tout ce qui est les accidentés de la route, puis comme on est bien au courant, voilà, tous les gunshot wounds, les poignardés, tout ça. Donc tout gunshot, ça, les balles, quoi. Voilà, tout ça, ça arrive dans notre trauma bay. Waouh, ok. Ouais. Alors, revenons un petit peu sur ton parcours. Tu viens d'où en France? Donc, j'ai grandi dans la région parisienne, dans le 78. Okay. Ma famille est de Normandie, donc Mont-Saint-Aignan. Ok. Donc, je suis née là-bas et après, on a grandi donc, à La Salle-Saint-Cloud, juste à côté de Paris. On a beaucoup déménagé quand je grandissais pour le boulot de mon père. Donc, j'ai un peu habité en Californie, en Pennsylvanie, puis au Mexique. C'est marrant parce qu'en fait, c'est ton père qui est français, ta maman qui est mexicaine, mais c'est le boulot de ton père qui vous a fait quitter la France. Ouais, voilà. D'accord. Donc, on est parti, on faisait un petit peu genre 2 années ici, 2 années là. Et, tout. Et donc, quand j'avais 12 ans, on a fini par rentrer donc, dans notre banlieue parisienne. Et j'y suis restée jusqu'à 18 ans. D'accord. Et à 18 ans, j'ai décidé, je voulais faire médecine. Je voulais pas rester en France, je voulais autre chose. Je voulais pas retourner aux États-Unis pour faire le pre-med college, qui est donc pas médecine, donc c'est 4 ans avant médecine. Et ma mère, sur le coup, elle a dit pourquoi tu vas pas au Mexique? Et à 18 ans, je savais pas trop ce que ça voulait dire. Donc j'ai dit ouais, pourquoi pas. Et donc je suis partie à Monterrey, au Mexique, faire médecine. Ok. Qui sont des études de 7 ans. Voilà donc Priscilla, alors âgée à peine de 18 ans, qui part s'installer au Mexique afin de devenir médecin. Dès le début, elle pense à l'après et elle se dit qu'il serait bon de faire sa spécialité aux États-Unis afin de pouvoir y exercer plus tard. Mais au fait, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas choisi de faire médecine en France ? J'y ai pensé au début, quand j'avais 18 ans. Et puis, je voyais beaucoup de mes potes, tu sais, ils faisaient une P1, et puis ils n'y arrivaient pas. La P1, la première année de médecine. Et ils refaisaient une P1, et puis ça marchait pas, tu vois. Ils faisaient de la bio et tout, puis t'avais genre... Je trouvais que entre 18 et 20 ans, qui sont des années vachement formatives, formatrices dans ta vie. Importante. Voilà, exact. Et ça... Je trouvais ça dommage de passer ton temps à bachoter et puis après de pas forcément pouvoir aboutir à ce dont tu avais vraiment envie. Et moi, je savais que je voulais faire médecine et ça m'importait peu où j'allais le faire du moment que je puisse le faire. Donc, tu pouvais exercer, quoi. Voilà. Et donc, je trouvais le système en France éducatif est très bon, mais je trouvais que le système de la P1 et tout ça, c'était assez élitiste, tu vois, avec le numerus clausus et tout. Et puis, c'était vraiment des maths, de la physique. Ouais. Et donc, ça m'intéressait pas particulièrement. Et puis l'idée, c'était d'aller au Mexique 1 an et de voir comment ça se passait. Ta maman est mexicaine, ton papa est français. T'avais déjà vécu au Mexique ? On avait habité 1 an à Cuernavaca, donc juste à l'extérieur de Mexico City, pareil pour le job de mon père. Ok. Et puis c'était la seule fois où on avait habité, mais on y retournait plutôt tous les étés. Ma mère elle est de Chihuahua. Et donc on y retournait. Je suis jamais allée au Mexique, je ne connais rien. Donc c'est au nord, c'est un des États du nord, qui fait aussi frontière avec le Texas. D'accord. Et on y allait tous les étés. Enfin, tu vois, la famille de ma mère avait un ranch. Enfin, c'était vraiment genre la vie mexicaine, vraiment très loin de nos vies parisiennes. Trop bien. Et c'était vraiment top, quoi. Et donc on a grandi un peu avec ce côté-là. Et donc je pensais que je connaissais assez le Mexique pour y aller. Ça n'a pas du tout été l'expérience dont je m'attendais parce que c'était vachement différent Monterrey comparé à Monterrey, Chihuahua. c'est plus au sud, du coup? Non, Monterrey, c'est au nord-est, mais c'est genre... presque. C'est aussi des États-Unis. Mais non, quand même. Mais c'est une ville très développée, qui a été vachement développée pendant la Révolution. Donc on est loin du ranch mexicain. Exactement. Et c'est une ville très près de la frontière, donc il y a beaucoup d'influence américaine, beaucoup de facs. Et je crois que c'est la 3e ou 2e ville la plus grande du pays, tu vois. Ah ouais, d'accord. Donc c'est quand même une grande ville. Et donc c'était bien différent de l'expérience que j'avais eue en grandissant. Donc ça a été, mine de rien, ça a été un choc culturel. Tu vois, j'avais 18 ans, j'arrivais, c'était vraiment une autre vie.
qui m'attendaient. Ouais. Et j'y suis allée pendant 7 ans, tu vois, en tout. On a fait 7 ans de médecine. Donc là, ça marche, c'est que tu fais 5 ans donc, de théorie et de pratique clinique. Okay. Après, tu fais 1 an de ce que là-bas, ils appellent l'internat. Donc, tu refais tous les stages, mais juste en hôpital. Donc, il n'y a plus de cours. Voilà. Ouais. Et ça, moi, cette année, je l'ai fait à Houston. Donc là, tu pouvais faire un échange. Donc, je suis allée à Houston faire cette année-là parce que je savais que je voulais aller aux States. Okay. Et après, tu reviens au Mexique faire 1 année de ce qu'ils appellent le service social. Donc, tu rends à la communauté et donc, tu es genre general physician. Donc, médecin généraliste. Médecin généraliste pour une communauté. En fait, l'éducation au Mexique était publique. Et donc, c'est quelque chose qui date de très longtemps. Donc, en fait, moi, ma fac, c'était pas une fac publique, mais la tradition reste, quoi. Donc, pour pouvoir être reçu, c'est chouette, faut que tu fasses ça pendant 1 an, ouais. À quel moment tu sais d'abord que... Enfin, je sais pas si on parle de ton métier en lui-même, à quel moment est-ce que tu sais que tu veux faire de la chirurgie ? Quel type de chirurgie ? Je veux dire, comment ça se passe ? Je sais pas si c'est une révélation ou c'est un truc qui s'est fait un peu progressivement. Non, mais c'était vraiment une révélation parce que à l'origine, donc j'avais 14 ans quand j'ai décidé que j'allais faire médecine. À l'époque, je voulais être pédiatre. Tu vois, ça allait être mon truc. Et quand j'ai commencé à faire mes stages en chirurgie, quand j'étais en médecine, au Mexique, je me souviens... On avait beaucoup de pratiques cliniques, tu vois, parce qu'il y avait tellement de volume et puis on travaillait dans le système de santé publique. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de patients. Et donc, les internes en chirurgie n'avaient pas le temps de faire tout. Et donc, on passait notre temps genre à les soutenir ou on faisait beaucoup de patients venaient pour avoir des lacérations. Je pense que c'est comme ça que tu dis en français. C'est quoi ? Genre des coupures, tu vois, ils avaient des blessures et tout. Et nous, on mettait les points de suture. Tu vois, on était étudiants de médecine et puis on faisait ça genre indépendamment parce qu'il y avait tellement de patients qu'ils ne pouvaient pas tout faire. Petit à petit, genre, le fait de pouvoir soigner les gens et de voir le résultat directement de ton travail, ça m'a beaucoup intéressée. Et je me souviens que j'allais au bloc où il n'y avait aucun des étudiants de médecine qui allait, donc où il n'y avait que les internes, pour qu'on me laisse faire le plus de choses possible. Donc j'essayais de trouver, tu vois, donc j'allais quand il y avait chirurgie orthopédique et tout ça, donc j'essayais d'aller là où j'allais pouvoir apprendre le plus. Et donc je dis toujours que la chirurgie m'a choisi, puisque moi j'ai choisi activement d'aller en chirurgie, parce que petit à petit j'ai juste adoré pouvoir utiliser mes mains et voir le résultat de mon travail à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, en fait, c'est ça que je veux faire, quoi. Ah, trop bien. Ouais. Et à quel moment est-ce que tu as su que ce serait aux États-Unis que tu voulais exercer ? Parce que donc tu avais vécu un petit peu étant enfant aux US. T'en gardais un bon souvenir du coup ? Écoute, depuis qu'on était partis, donc on a habité en Californie de 96 à 98. Et j'avais toujours cette idée de vouloir retourner aux États-Unis à un moment. Pourquoi ? Je pense que j'avais beaucoup idéalisé mon expérience. Donc j'étais au lycée international à San Francisco. Et j'avais juste un super souvenir. Et donc, depuis, je m'étais toujours dit que j'y retournerais. D'une façon ou d'une autre. Et comme je ne savais pas trop si... je voulais rentrer en Europe un jour, exercer, mais je voulais pouvoir exercer aux États-Unis si jamais je voulais, et tout ça. Et je pense que je devais être en 4e ou 5e année de médecine. Je me suis dit, en fait, c'est ça que je vais essayer de faire. D'accord. Et donc, je m'étais... informée, j'avais fait mes recherches et tout, des examens qu'il fallait que je passe pour pouvoir aller faire mon internat aux States. Et donc je commençais à étudier, à essayer d'apprendre en anglais les termes médicaux, tout ça. Tu parlais bien anglais déjà à l'époque ? Je parlais anglais, ouais. Je parlais déjà couramment anglais. On était en France, on était au lycée de Sèvres, à l'école internationale. Et donc on avait les cours en anglais aussi. D'accord. Et donc j'avais commencé un petit peu à faire ma recherche. Et c'est pour ça que j'avais été à Houston faire mon année de stage clinique pour commencer à faire des relations et à trouver des moyens de pouvoir aller aux States. Peut-être que vous en souvenez, dans la saison 3 de French Expat, Marjorie nous avait raconté son parcours du combattant afin de faire reconnaître son diplôme français de kinésithérapeute afin d'exercer aux États-Unis.
Alors, comment est-ce que ça se passe pour Priscilla ? Est-ce que c'est plus simple finalement quand on vient du Mexique ? C'est compliqué, quand même. Mais c'est faisable. Tu vois, genre. C'est courant ou pas du tout C'est assez courant. T'as pas mal de. Donc, on les appelle les International Medical Graduates qui font médecine à l'étranger et qui viennent aux États-Unis faire l'internat. Donc, il y en a quand même un certain nombre. Après, c'est pas. Par exemple, les Français, d'après ce que j'ai compris, je suis pas super familiarisée sur le cursus en France, mais en France, t'es pas reçu après médecine. C'est-à-dire, c'est vraiment un continu entre médecine et l'internat. Et donc, les Français, par exemple, ne pourraient pas venir aux États-Unis parce qu'ils n'ont pas un diplôme à la fin de la médecine. Intermédiaire, quoi. Exactement. D'accord. Intéressant. Donc, c'est ce que j'avais compris. Mais par exemple, en Amérique latine, tout ça, y a plein de gens qui viennent. Mais si tu fais l'internat à l'étranger, c'est presque impossible d'avoir ton internat reconnu aux États-Unis. Ah ouais, d'accord. Donc, il faut y penser avant la fin de tes études. Exactement. Où il y a plein de gens qui viennent et qui refont leur internat aux États-Unis. En fait, ce que nous explique Priscilla, c'est qu'en gros, si on a envie d'exercer aux États-Unis en tant que médecin, c'est pas bête d'y penser avant la fin de ses études. Ou alors, il faudra repasser intégralement l'internat au pays de l'oncle Sam, ce qui est coûteux et qui prend pas mal de temps. En tout cas, une fois que l'internat est fait, il reste alors un autre sésame très important à obtenir, le passage des Medical Boards. Il s'agit d'un examen à la fin des études de médecine qui donnera accès ou non donc à une licence permettant d'exercer officiellement la médecine aux États-Unis. Bon, évidemment, tout ceci n'est pas aussi simple. Les résultats classent les candidats de tout le pays. C'est un peu technique, mais je trouve que c'est intéressant à comprendre pour la suite de l'histoire. Alors, je laisse Priscilla vous expliquer. T'es reçu par il y a un système qui s'appelle le ECFMG. Je me souviens plus ce que ça veut dire. Mais c'est pour les Foreign Medical Graduates. D'accord. Et donc, tu envoies tous tes dossiers, tous tes trucs, puis les examens. Et donc, une fois que tu as fini, ils te donnent un diplôme en disant ça y est, vous avez ce qu'il vous faut pour pouvoir envoyer vos dossiers ici. Mais quand tu veux te présenter pour l'internat, c'est pas un concours ici, tu envoies tes dossiers. D'accord. Donc, c'est vraiment comme pour un job, quoi, si tu veux. Une candidature. Voilà. Et donc, tu envoies tes dossiers à toutes les universités qui t'intéressent. Et si tu as de la chance, ils vont passer un entretien. Et après, il y a un classement. National, du coup, ou par université Non, c'est national. Et donc, ça s'appelle le Match Day, qui d'ailleurs vient de passer la semaine dernière. D'accord. Et donc, en fait, il y a un algorithme. Donc, de toutes les facs qui t'ont donné un entretien, tu les classes en fonction de tes préférences. Et les facs font pareil avec leurs candidats. Et donc, l'algorithme met en place pour que tu sois au plus haut de ton classement si la fac t'a mise sur sa liste. D'accord, ok. Et donc, c'est genre toute ta vie, quoi. Genre, tous tes efforts à travers un algorithme. Il n'y a aucune intervention humaine normalement, non. D'accord. Ouais. Donc, normalement, légalement, c'est comme ça. Et donc, t'apprends... il y a, je crois, c'est mi-mars. Le lundi, t'apprends si t'as eu un poste ou pas. Et si tu as eu un poste, t'attends jusqu'à vendredi pour qu'ils te disent où c'est. Et la raison pour laquelle ça prend 5 jours, c'est pour que les gens qui n'ont pas eu de poste puissent aller voir les places qui n'ont pas été remplies. Et ça s'appelle le SOAP. Et c'est pour essayer de se caser quelque part, ne serait-ce qu'une année, tu vois, pour avoir un boulot une année. Parce qu'en fait, si tu finis médecine et que tu n'as pas un internat après, tu n'as pas de job, quoi. Tu peux rien faire. Ouais. Donc, il y a plein de gens... Ça, c'est un système pas évident, quand même. Ouais, c'est pas... Donc, c'est pas un concours, mais c'est comme une application de job. Et donc là, c'est là où tes lettres de recommandation sont importantes, les stages que tu as fait, les notes que tu as eues à ces examens. C'est tout un dossier, quoi. Et donc, pour beaucoup des internationaux, en fait, ils font de la recherche après médecine pour justement avoir un meilleur CV, pour avoir, tu vois, plus de chances. Et s'ils sont pas pris, ils envoient leur dossier pour l'année suivante. Mais en attendant, ils font de la recherche, quoi. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu as fait, toi ? Moi, quand j'ai fini médecine, je suis allée directement à Boston faire un an et demi de recherche. Ok, où ça ? Au Boston Children's J'avais Hospital. oublié que tu étais à Boston, tu m'en avais parlé, mais... Je crois qu'on devait être à Boston en même temps, parce que c'était en 2014, 2015. On était de 2011 à 2022. Ah bah ouais. D'accord. Et donc, j'y étais pendant 1 an et demi à faire de la recherche en labo.
pendant que j'envoyais mes dossiers. Et donc, en parallèle, tu reconstitues ton dossier. Voilà. Et j'ai envoyé mon dossier. Et j'ai, tu vois, tous les contacts que j'avais faits pendant toutes ces années, tout ça. Et pour avoir des entretiens, quoi. Et j'ai eu quelques entretiens. Mais j'en ai pas eu des masses, tu vois. Et, ouais parce que t'es étranger. Enfin, il y a peu de gens qui te connaissent. Ils vont favoriser les Américains. Ce qui se comprend, tu vois. Mais t'es un peu en stress, tu vois. Tu es genre, je sais pas, on verra si ça... Mais moi, je savais que c'est ce que je voulais faire, donc ça me, tu vois. Ouais, t'étais déterminée. Ouais, donc je me disais, même si ça me prend 5 ans, tu vois, je fais de la recherche. Ah oui, d'accord. Ouais, si t'es pas payé pendant 5 ans, c'est quand même difficile. Ouais, bon, après, il y a un moment où t'as une réalité financière. Au bout d'un moment, tu dis, surtout peut-être un truc qu'il faut payer. Ouais. Mais donc, je me disais, c'est ça que je veux faire, quoi. Je me vois pas faire autre chose. D'accord. Mais j'ai eu du pot, j'ai eu un spot du premier coup, quoi. Et donc, ça a été où, alors? Et donc, je suis été prise à Galveston, au Texas. Ok. C'est dans quel coin de... C'est au sud de Houston. Donc, sur la côte, c'est une île, littéralement. C'est vrai? Ouais, c'est une île au sud de Houston, dans le Golfe. Mm-hmm. Et donc, c'est le University of Texas Medical Branch. Ok. Et donc, j'ai fait mes 5 ans d'internat. Pas très très loin du Mexique, du coup, de la maison? Non, pas très loin du Mexique. Moi, j'étais juste trop contente d'avoir un spot, tu vois. Je serais allée un peu n'importe où. Ouais. Et donc, j'ai fait. Et puis, moi, je trouvais que j'ai eu une très bonne formation. Alors, raconte-moi un peu, ça ressemble à quoi la vie à Galveston sur une île au Texas? Ouais. Franchement, il y a peu de gens, je pense, qui savent que tu peux vivre sur une île au Texas. Ouais, ça c'est vrai. À chaque fois, je disais aux gens, genre, c'est une île, et ils regardaient, mais non, c'est pas une île. Sur Google Maps, c'est genre, si, il y a un pont qui nous connecte à la Terre. On travaille beaucoup, tu vois. Je pense que c'est partout pareil. Aux États-Unis, il y a des réglementations qui disent qu'on ne peut pas travailler plus de 80 heures par semaine. Ouais, ce qui est déjà pas mal quand même. Mais bon, après, tu te rends compte que c'est sous la table, tu vois. Parfois, on travaille plus que ça. Ah wesh. Et donc, on travaille tellement, tu sais, donc c'est pas forcément que tu profites de la plage. Ouais. Mais après, je pense que pour le train de vie que c'est d'être interne en chirurgie, c'était une super bonne localisation, tu vois. Parce que après, faire ça à New York, c'est pas la même chose, tu vois. Genre, pourquoi? Tu veux dire, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que tu sors du boulot et c'est le stress de la rue, de la vie, tu vois. Alors que là, je sors du boulot, moi, j'y allais en vélo, tu vois, je rentrais chez moi, je pouvais sortir mes chiens sur la plage et tout, à n'importe quelle heure, tu vois. Donc, c'était quand même plus tranquille comme mode de vie à l'extérieur de l'hôpital, en tout cas. Alors, décompresser un peu. Les clichés que j'ai sur la vie d'interne en médecine... De Grey's Anatomy. Ouais. J'ai des copains qui sont passés par là et à chaque fois j'avais l'impression déjà qu'en fait ils en finissent jamais. Qu'à chaque fois qu'ils disent non mais le prochain truc après sera bon. Et en fait à chaque fois il te ressort un nouvel examen qu'il doit faire, un truc hallucinant. Et je veux dire les séries télé, forcément Grey's Anatomy c'était une des premières qui... Bon, il y a eu Urgence avant quand même. Mais ça c'est très très vieux pour ça. Mais... qui racontent en fait, qui montrent que en fait c'est des gens qui sont un peu mariés à l'hôpital quoi. Ils ont aucune vie à côté. C'était ça, je sais pas, raconte-moi. C'est ça, ouais, tu passes. Moi, j'ai pas ma famille, j'ai pas de famille, mais pas ta famille ici aux États-Unis. Mais pour les gens qui étaient mariés avec des enfants, ils passaient plus de temps à l'hôpital avec les autres internes qu'avec leur famille. C'est dur quand même. Ouais, je pense que, on travaillait en moyenne de 80 à 100 heures par semaine, donc tu passes vraiment tout ton temps. Ça fait des journées quoi, 14 heures? Ouais, à peu près, ouais. Donc en fait là maintenant tu sais opérer avec combien d'heures de sommeil? À chaque fois les gens me disent mais ça fait pas beaucoup d'heures de sommeil. Je suis genre non c'est bon, 4-5 heures ça va. Non mais c'est pas bon pour la santé. Non mais en plus pour un job genre en chirurgie il faut pas que tu trempes, faut être... t'as une hygiène de vie j'imagine qui doit être hyper importante à maintenir. Bah écoute j'aimerais dire que j'en ai Dis-moi oui parce que sinon moi je ne vais plus me faire opérer. J'aimerais dire que j'ai trouvé mon équilibre complet. C'est pas 100% vrai. Ouais. Mais après, je pense que, tu sais, c'est quand même, oui, je pense que nos corps sont constamment avec une sécrétion de cortisol et d'adrénaline non-stop, tu vois. Ouais, c'est ça qui te fait tenir. Ouais. Et c'est ça, en fait, je pense que la fatigue adrénale, ça existe vraiment. Mais on a tellement l'habitude que ça devient un peu comme les junkies, qui sont junkies d'adrénaline. On a besoin, quoi. Ouais, c'est ça, tu sais pas. T'as besoin d'un nouveau rush d'adrénaline. Ouais, tu sais pas trop vivre sans, quoi. Et je pense que moi, je me rends compte dans ma vie actuelle, c'est-à-dire que les jours où je travaille pas, genre, j'ai plein d'activités, de trucs à faire, quoi.
Oui, c'est ce que tu me disais en arrivant. Ouais. J'ai ce penchant-là aussi, en fait, à remplir chaque minute éveillée presque de ta journée. Ouais. Et j'essaye d'en être consciente pour un peu apprendre à avoir du repos, tu vois. En vieillissant, ça s'agit. Ouais, on essaye. On veut essayer de garder le corps en bonne santé. Mais c'est ça. Et donc, je pense que, tu sais, en fait, l'adrénaline est telle que même avec peu d'heures de sommeil, surtout pendant l'internat, bah, tu continues, quoi. Et puis, t'as pas trop le choix. Enfin, tu vois, c'est genre, bah, t'y vas. Parce que c'est comme ça. Et donc, moi, je me souviens, je me couchais et je me disais, bon, allez, c'est une sieste, tu vois. On va dormir quelques heures et tu sais que tu retournes le lendemain. En fait, c'est presque un avantage de venir en tant qu'étranger, au sens où t'as pas ta famille pour te distraire presque, en fait. Ouais. C'est un truc que j'avais déjà entendu même de la part de Mike, mon mari qui est pas du tout dans le domaine médical, mais qui me disait... Enfin, tu vois, je trouvais bizarre, en fait, ses parents, ils habitaient genre au sud de Buffalo. Il a fait ses études à l'université de Buffalo qui est au nord. C'est quoi, c'est une demi-heure de route, tu vois. Et le mec, en fait, il fallait qu'il dorme là-bas. Et non, il les voyait pas tous les week-ends parce qu'il fallait pas que ça soit distrait, tu vois. Et en fait, je pense qu'il y a aussi peut-être un peu une culture peut-être universitaire ou je sais pas qui est un peu différente quand même aux États-Unis de ce qu'on connaît en France. Je sais pas si c'est différent de ce que tu connaissais au Mexique, mais pas de distraction presque. Enfin, je sais pas. C'est intéressant que tu dises ça parce que honnêtement, je connais pas la bonne réponse. Mais je sais que par exemple pour moi, tu sais, c'était tellement difficile. Enfin, ça a été tellement de boulot d'y arriver qu'une fois que t'es là, tu vois, et que t'es à l'internat et tout, enfin, t'y vas à fond, quoi. Parce que c'est tellement d'années de travail pour y arriver. Aussi. Puis mentalement, je savais, enfin, tu vois, je savais que ça allait être cette quantité de boulot, quoi. J'étais prête. T'étais prête. Je savais que ça allait être ça. Et t'arrives à tisser des amitiés dans des... C'est un peu dans les tranchées, en fait. Ouais, mais c'est ça. Hein. Et c'est en fait... Oui, il y a des gens avec qui je parle encore. Mais après, des gens qui seront encore dans ma vie dans 10 ans, bah, pas forcément, tu vois. Parce que je pense que t'es... Puis déjà, il y a la culture. Enfin, tu vois, je suis quand même... Je reste française et tout ça. Donc, pour moi, tisser des vraies amitiés avec les Américains, ça n'a pas toujours été mon point fort. Donc, je suis plus tendance à aller vers les étrangers. Après, bah, par exemple, ma coloc, qui était, elle, interne en chirurgie plastique, elle a déménagé à Denver, donc elle et moi, on garde contact. Ah, d'accord. Okay. Mais il y a 2-3 personnes avec qui je parle encore, mais j'ai plus contact avec des potes de médecine, tu vois. D'accord. Qu'avec des gens... De médecine, donc tu veux dire au Mexique, ouais. D'accord. Après, les gens avec qui j'ai contact encore à la fac, c'était mes profs. Donc mes mentors, j'en ai 2 ou 3 avec qui j'ai encore contact, avec qui j'appelle, tu vois, pour discuter des cas et des choses comme ça. Ah, trop bien. Ouais. Ok. Donc, du coup, tu fais tes 5 années au bord du golfe du Mexique, là. Ouais. Et tu travailles comme une dingue. Tu es sur les rotules, mais tu te dis, il te reste quoi à faire? Là, du coup, t'as fini à la fin de j'ai ces 5 années? Ouais, il y avait discussion de faire une sous-spécialité ou pas, tu vois, tout ça. J'ai fini par pas en faire. C'est quoi une sous-spécialité? Une sous-spécialité, c'est donc encore plus d'entraînement, tu vois. Donc, si tu veux faire un truc encore plus sous-spécialisé, quoi. Genre sur une procédure en particulier Non, bah, disons si j'avais voulu faire chirurgie cardiaque, tu vois. Donc, d'accord. Tu fais genre 2 ou 3 ans de ça, tu vois, chirurgie pédiatrique, oncologique, tout ça. Priscilla décide donc de ne pas suivre de fellowship, ou donc de spécialité comme elle l'appelle, pour se préserver, pour aller de l'avant, mais aussi pour éviter de retomber dans cette période sombre de son internat, son burn-out. Donc en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'avais toujours voulu faire de la chirurgie cardiaque. C'était mon but, tu vois. Toute ma recherche à Boston, tout ce que je faisais, mes stages en plus, c'était de la chirurgie cardiaque. Et quand j'étais en première année, j'ai fait mon stage en chirurgie cardiaque et j'ai détesté. Ah ouais, pourquoi? Parce que je trouvais... En première année au Texas, du coup? Ouais, en première année de mon internat. Et parce que je trouvais que mes profs avaient l'air vraiment malheureux. Tu sais, genre, ils étaient vraiment pas heureux dans leur travail. Et on avait beaucoup de mortalité. Parce que, ce qui se passe beaucoup, c'est que maintenant, avec l'avancée de la cardiologie interventionniste, beaucoup de patients donc, ont des stents, tu sais... Des pontages. Pontages, ouais. Donc, des stents, c'est les interventions percutanées. Et donc, les patients qui sont pas des candidats pour ça, qui ont besoin de chirurgie cœur ouvert, en général, sont plus malades maintenant qu'ils n'étaient tu vois, avant. Et donc, nous, on avait... moi, je me souviens, à la fin des stages d'un mois, il y avait toujours 1 ou 2 patients qui mouraient, tu vois.
Et donc, aux États-Unis, je sais pas comment c'est en France, mais on avait une conférence de mortalité et morbidité toutes les semaines. Tu peux expliquer ce que c'est, ça? C'est tout le service qui se retrouve et qui discute le cas. Ouais, qu'on discute les complications qu'ils ont eues. Et moi, je me souvenais qu'à chaque fois que j'étais en stage de chirurgie cardiaque, j'étais sur le podium, quoi. À chaque fois. Et en plus, c'est toi qui présentais? Ouais, c'est toi qui présente. C'est toi qui est genre la target. La target de tout le monde, alors que c'est même pas toi qui as fait les choix, tu vois. Ouais. Et je me disais, mais c'est pas une vie, quoi. Ouais. Et tu sais, c'était genre une adrénaline non-stop de 4-5 heures pour la chirurgie. Et après, en plus, c'est des très longues chirurgies. C'est des longues chirurgies. Tu vas aux soins intensifs et tu continues. Enfin, tu vois, genre le patient, il saigne, machin, la tension n'est pas bonne, tout ça. Je me disais, c'est quand même beaucoup. Enfin, tu vois, oui, c'est ça, mais c'est toute ta vie. Et je me disais, il y a peut-être plus à la vie que ça, quoi. Et donc, mais là, tout d'un coup, c'était genre vraiment Qu'est-ce que je vais faire, du coup? Mais ouais, mais c'était en plus, j'en ai fait le deuil, tu sais. C'était vraiment genre a heartbreak énorme parce que c'était 8-9 ans d'idéaliser que ça allait être ça toute ma vie. Et donc, tout d'un coup, c'était genre, c'est plus ça. Et donc, j'ai vraiment fait genre toutes les phases de deuil et tout. Mais d'un coup, mais qu'est-ce que je vais faire? Je peux travailler autant avec un but. Enfin, mon cerveau fonctionne comme ça. Mais sans but précis, genre, je vois pas comment je travaille 80-100 heures par semaine, tu vois. Et donc, tout d'un coup, t'as un processus de déshumanisation qui se met en place, tu vois. Et tu deviens vachement robotique dans tous tes mouvements, dans ta routine. Et il n'y a plus le plaisir à faire ce que tu fais. Et t'arrives même à un moment où t'es genre... je comprends pourquoi les médecins, ils prennent leur vie, quoi. Là, tu veux dire qu'ils mettent fin à leur vie? Ouais, parce que c'est vraiment genre... c'est une... T'es éreinté physiquement et mentalement. Et donc, dans ce cas-là, et à ce moment-là, t'es genre... et puis, plus que tu fais que ça, en plus, du coup, t'as rien à côté, quoi. Mais ouais, et là, t'es genre... Merde, faut que je fasse quelque chose, tu vois, il y a un problème. Donc, t'as quand même eu cette prise de conscience de dire, waouh. Je me souviens... et puis, j'avais un copain à l'époque qui était vachement inquiet, tu vois, parce que quand je lui en parlais et tout. Et donc, là, j'ai commencé à faire de la thérapie, tu vois. Genre, je prenais au moins le temps de faire ça, quoi. D'accord. Et j'ai mis quand même... je crois 1 an et demi, quoi, à retrouver du plaisir à ce que je faisais. La vache, c'est vachement long. Ouais. Et tu t'en es sortie que grâce à la thérapie? Un petit peu de tout, tu vois. Je pense à ma personnalité, à la thérapie, à la relation que j'avais à l'époque, tu vois. Je pense que ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Et puis après, j'ai fini par faire un stage au centre anticancéreux à MD Anderson. Et il y avait vraiment une passion, je trouvais, des médecins et de tout le système. Et ça a résonné beaucoup pour moi parce que c'était vraiment la raison pour laquelle j'avais fait médecine. C'est-à-dire, c'était le patient avant tout, quoi. Et c'était vraiment une médecine intégrative dans tous les sens, tu vois. C'était un accompagnement psychologique, social, médical, chirurgical. Et je me disais, mais c'est ça, quoi. Enfin, je me vois faire ça. Et donc là, il y avait un plaisir à nouveau. Et donc, c'était OK. C'était aussi pour ça, tu vois, je me disais, je trouve du boulot après, quoi. Genre, je peux plus continuer, genre, à faire l'entraînement, tu vois, genre, à continuer à travailler comme ça, quoi. Ouais. J'avais besoin de quelque chose de concret, d'avoir un peu de temps en dehors du travail, quoi. Et est-ce que, justement, puisque tu es dans un milieu pour qui c'est complètement normal, en fait, de tout dédier, finalement, à la formation, à ton travail, est-ce que c'est un milieu avec qui tu as pu évoquer, en fait, ton mal-être, le fait que tu sois en train de te couler un petit peu, quoi? C'est vachement intéressant que tu me demandes ça, parce que j'avais l'impression que je demandais de l'aide. C'est déjà, c'est quand même un milieu très... très, très patriarcal, tu vois, que tu le veuilles ou non. Et donc, en tant que femme, enfin, je le dis, il fallait travailler plus dur pour avoir la moitié de la reconnaissance, tu vois. Ah ouais. Et donc, tu venais pas en te plaignant, tu venais pas, tu vois, enfin, tu travaillais. Et moi, j'ai un souvenir juste d'aller devant plusieurs de mes profs et de m'asseoir et de me dire que je savais pas, tu vois, ce que j'allais faire de ma vie. Je voulais plus faire de la chirurgie cardiaque. Et qu'ils me disent well, let me know if I can help you in anything. Ouais, en gros, ils proposent rien. Ouais, et c'était là, et c'est genre... That's what I'm... Tu vois, genre, je suis là, je suis assise, quoi. Ouais. Et t'es genre, OK, well, I'm here if you need help. Et t'es genre, OK. Ouais. Enfin, voilà, c'était ça, les conversations. Et mon directeur de programme, 1 an après tout ça, m'a assis en me disant, ouais, les gens trouvent que ton demeanor, je sais pas comment tu dis, enfin, ton attitude a changé, les machins et tout. No shit, Sherlock. Et j'étais genre, ouais. Enfin, ouais, tu vois, genre, et je lui dis, tu vois ce que je dis? Genre, bah oui, enfin, genre, je suis arrivée au point où je savais que... Tu vois, je comprenais que les médecins prennent leur vie, machin et tout. Et il me fait, OK, genre, prends 1 mois, tu vois. Genre, bah cool, enfin, tu vois, maintenant, je vais mieux. Et je suis genre, OK, bon, je prends 1 mois. Tu sais, à l'époque, ma grand-mère, elle n'est pas très bien.
Donc, ils vont donner 1 mois de pouvoir prendre des congés payés, ce qui n'est pas commun du tout. Donc là, pour le coup... Donc quand même un effort. Donc il y a eu un effort. Un très peu tard, et un effort. Donc je suis rentrée chez moi pendant 1 mois. Et donc du coup, en fait, ce stage à MD Anderson, t'es une nouvelle révélation. Tu retrouves du sens, en fait, dans ce que tu fais. T'avais perdu le sens, en fait, un peu de... Mais exactement. Et je pense que dès que t'as les symptômes, c'est genre les symptômes que j'avais, c'est une fatigue chronique. Et surtout, la dépersonnalisation. Tu te connais plus. Ouais. T'es plus là. T'as plus les joies, les petits trucs et tout. Quand t'as des symptômes comme ça, c'est pas que t'es au point de burn-out, c'est que t'es full blown. Ouais, t'es déjà trop tard. Ouais. Et ça m'a permis de me dire, ok, tu vois, il y a d'autres manières de faire. Voilà, il y a d'autres manières de faire. Il y a aussi une vie après l'internat. Et je pourrais peut-être trouver comment exercer la médecine qui me plaît à moi, tu vois. Ouais. T'es en quelle année à ce moment-là J'étais en 3e année. Donc, d'accord, et donc presque à la fin de ma 3e année. Ouais. Et donc après, il y avait toute une question. Est-ce que tu fais un fellowship, donc une sous-spécialité? Est-ce que tu fais des années de recherche? Et donc pour finir, j'ai juste fini mon internat et j'ai trouvé du boulot après, quoi. C'est donc décidé. Priscilla arrête ses études, du moins pour le moment. Elle est prête à devenir chirurgienne et cherche absolument à exercer dans un endroit qui donnera autant de sens à son quotidien que son dernier stage. À l'époque, elle a un visa J1, un visa stagiaire ou trainee. Et pour les étudiants étrangers en médecine, il y a une condition intéressante que j'ignorais complètement, qui leur permet de convertir leur statut d'immigration afin de rester aux États-Unis. Soit on rentre au moins 2 ans dans son pays d'origine et on revient plus tard, soit, et c'est ici le cas de Priscilla, on part exercer dans des territoires aux États-Unis, donc, qui ont un grand besoin de professionnels de santé. Ce programme s'appelle le Conrad 30, le Conrad 30. Je laisse Priscilla vous expliquer son choix. Quand tu as un J1 médical, il y a une condition qui est associée à ce visa, qui te disent, une fois que tu as fini ta formation, soit tu rentres 2 ans dans ton pays d'origine, ou alors tu t'exerces pendant 3 ans dans une zone sous-médicalisée aux États-Unis. Et donc, en fait, il y a pas mal de médecins aux États-Unis qui sont étrangers, qui soignent des patients de communautés vachement éloignées, quoi. Et comment tu définis ces zones sous-médicalisées? Est-ce que eux, j'imagine qu'ils ont des critères pour dire? Ils ont des critères et c'est vachement compliqué et il n'y a même pas de système en place pour, genre il n'y a pas une carte que tu peux regarder il y a une base de données, mais il y en a, c'est géographique, il y en a, c'est par population de patients qui ont, la quantité de patients qui ont Medicare, Medicaid. C'est complexe, tu vois. Et en fait, normalement, tu as 30 places par État par an. Donc, il y a des gens qui trouvent des postes universitaires qui remplissent ces conditions. D'accord. Tu vois. C'est compliqué comme truc. Mais il faut s'y connaître, tu vois. Tu t'es fait accompagner là-dessus ou pas du tout? Ouais. Est-ce que tu pourrais demander à un avocat ou un truc? Tu peux. Donc il y a des avocats il y a des organisations comme tout aux États-Unis qui te font payer bonbons pour te trouver un job comme ça, quoi. Ah, donc ils peuvent carrément te chercher le job. Ouais. D'accord. Ouais, pour te trouver ça. Et donc moi j'avais passé des entretiens pour un job sur la frontière au Texas, tu vois. Et c'était une université. Mais c'était une nouvelle université, tout. Enfin, les gens avec qui je travaillais, ça me disait moyen. Tu le sentais pas? Je le sentais pas, donc j'ai pas pris. Je suis allée passer un entretien dans une ville qui s'appelle Hobbs, au Nouveau-Mexique. Je crois qu'il y a 2000 habitants. D'accord. La seule économie, c'est le pétrole. Je me disais non, je préfère rentrer en France, tu vois. Et j'ai eu vraiment un coup de chance parce que j'ai trouvé ce poste donc à Pueblo. Il demandait un fellowship trained trauma surgeon. Donc, ce que tu n'avais pas. Bon, exactement, ce que je n'avais pas. Et je me spécialité en chirurgie de trauma. Ouais. Donc, quand on finit la chirurgie générale, l'internat ici aux States, on est déjà entraîné en trauma, mais tu peux faire une année en plus pour être encore plus spécialisé là-dedans. Et j'avais toujours le souvenir d'un... Enfin, je ne sais même pas si les statistiques, enfin les chiffres sont corrects, mais qui disaient que, tu sais, les hommes, pour postuler un job, s'assurent d'avoir 60% des critères. Et les femmes s'assurent d'avoir 90% des critères, tu vois. Et je me suis dit, si j'étais un mec, j'ai aucun problème, tu vois, j'enverrais mon dossier.
J'ai dit, OK, bah, j'envoie mon dossier. Et j'ai envoyé mon dossier et en fait, ils m'ont dit, bah non, on s'est planté, on n'avait même pas besoin d'un fellowship trained surgeon. Comme quoi. et donc, on a fait un entretien au téléphone, puis j'y suis allée et j'étais genre, mais c'est ouf, quoi. Enfin, genre, tout le monde était super sympa. J'avais plusieurs des collègues qui étaient dans la même situation, donc Mexicains, d'Inde, de Canada, enfin tout ça, donc c'était vraiment assez varié. Et c'était au Colorado. Enfin, j'avais jamais été au Colorado. Tu connaissais pas je connaissais pas le Colorado, mais t'avais cette idée, tu sais, le Colorado, que c'était super beau et tout. Les grands espaces. Mais voilà, et les montagnes et tout. Et donc, moi, la première fois que je suis venue au Colorado, c'est pour mon entretien. Donc, je suis venue, c'était en novembre 2019, donc juste avant le Covid, tu vois. Et donc, je suis venue passer mon entretien. Je me souviens avoir dit à ma mère, mais it's too good to be true, tu vois. Même Pueblo, parce que Pueblo, enfin, c'est... Tu vas peut-être pouvoir nous décrire un petit peu la ville, mais en fait, t'as un peu une colonne un peu au Colorado de où sont la plupart des habitants entre Fort Collins et Pueblo, quoi. Mais le gros des habitants, c'est entre Fort Collins et Colorado Springs. Ouais. Non, mais Pueblo a une super mauvaise réputation dans l'État du Colorado. Mais alors, pour moi, quand t'imagines que je suis allée passer un entretien à Hobbs au Nouveau-Mexique, tu vois, mais Pueblo, c'était genre, il y a un Riverwalk, il y a tout. Et mais c'est trop bien, enfin, tu vois. Genre, moi, j'étais aux anges, quoi. Et évidemment, j'ai pris le poste. D'accord. T'as commencé quand, alors? J'ai commencé en septembre 2020. D'accord, donc en pleine pandémie. Ouais, en pleine pandémie. Et donc, j'ai emménagé à Pueblo, au Colorado. Tu peux nous décrire un peu la ville, à quoi ça ressemble? Pueblo, écoute, c'est une ville de 110 000 habitants. D'accord. Donc, c'est pas tout petit non plus. Mais ça fait quand même village. Enfin, tu vois, il y a personne qui marche dans la rue. Après 9h du soir, il y a aucun resto qui est ouvert. Pourquoi? Parce que ça craint ou parce que... Non, parce que c'est juste, il y a pas... Tu vois, les gens sont chez eux, quoi. C'est quoi comme population? C'est plus vieux, plus jeune Ça, je pense que c'est plus vieux. Et puis surtout, avec les patients que je vois, il y a beaucoup de gens qui déménagent d'autres parties du Colorado pour venir vivre à Pueblo parce que c'est un peu moins cher. D'accord. Donc, ils viennent ici à Pueblo pour leur retraite. Un petit downtown Tuolumne, il y a un Riverwalk qu'un maire de l'époque... Le Riverwalk, donc les gens qui connaissent San Antonio, c'est la rivière. Donc ici, c'est le Arkansas River. Et tu peux marcher. Enfin, ils ont fait des petits enfin, je sais pas si t'appelles ça des trottoirs. Enfin, c'est comme la promenade des Anglais à Nice, mais le long de la rivière. Exactement. C'est pavé, tu peux faire du vélo, la trottinette. Voilà. Mais là, c'est à toute petite échelle, tu vois. Mais les gens ça a été copié sur le Riverwalk de San Antonio par un maire. Ah ouais, d'accord. Tout mimi, et t'as des petits restos à côté, tu peux marcher. Et c'est vachement dans l'esprit les gens qui voyagent dans l'ouest du Colorado, dans les montagnes, tu as toutes ces petites villes des premiers colonisateurs, tu sais, qui sont venus, qui ont dans la ruée vers l'or, qui ont mis leur cabane et leurs trucs. Et donc, c'est vraiment dans cet esprit-là, quoi. Ouais, vraiment le petit vieux downtown, une rue principale. La ville un peu cow-boy. Voilà, exactement. Et après ça, t'as un réservoir. Donc, t'as pas mal de gens de Springs et tout ça qui viennent avec leur bateau. Donc juste à l'extérieur de Pueblo. Et les gens sont super sympas. Enfin, tu vois, c'est vraiment ville rurale américaine. Les gens sont gentils, pas pressés du tout quand ils conduisent. C'est vraiment genre low-key life. Et tout le monde se connaît, quoi. D'accord. Tu rencontres les gens du travail au supermarché. Ah oui, donc c'est vraiment petit, quoi. Ça fait, même du fait qu'il y ait 110 000 habitants, tu sens quand même un esprit un peu village, quoi. Tu décides de t'installer dans cette ville pour ton boulot et comment ça se passe? Alors donc premier jour de boulot, les premières semaines et comment est-ce que tu fais pour t'installer en pleine pandémie? Je sais pas si c'est écoute, c'était en plein milieu de la pandémie. Donc tu vois déjà ça avait été hyper chaud parce que on n'avait même pas eu, donc aux États-Unis il y a le graduation à chaque fois dans toutes les étapes de ta scolarité et là on n'a rien eu, tu vois, parce que c'était en plein pandémie. Ça j'ai vraiment eu du mal à le digérer. Je pense que je sais même pas si je l'ai encore digéré parce que tu sais, mes parents allaient venir, on allait faire le dîner, tout le truc, tu sais, genre 13 ans d'études, t'es genre voilà, t'as envie de marquer le coup, quoi. Donc on n'a pas eu ça, mais bon après
Tu vois, il y a plein d'autres gens qui ont eu plein d'autres malheurs pendant la pandémie, donc on s'est pas mal tiré. Tu as le droit d'être un peu frustré. Ouais, bah écoute, j'avoue que j'étais pas mal frustrée. Après, on a fait le truc Zoom et tout ça, donc mes parents, depuis Paris à 4h du matin, étaient réveillés. Pense à l'empreinte carbone de ta graduation. Voilà, exactement. On a gardé ça au minimum. Et après, mais donc j'ai un frère qui habite à Mexico. Ah, ok. Et donc pour le déménagement, bah, mes parents, tu sais, pouvaient pas venir avec le travel ban, ils pouvaient pas venir m'aider. Et donc c'est mon frère qui est venu m'aider à déménager. Bah, il a quand même le travel ban du coup. Ah non, du Mexique. Non, du Mexique, il n'y avait pas de travel ban, tu vois. Et donc lui, il est venu de Mexico pour m'aider. Et donc on a fait ma voiture. J'avais pris un déménageur, tu vois, pour tout le reste. Et donc on a fait le voyage de Galveston jusqu'à Pueblo, au Colorado. C'est combien de temps? Je sais pas, on a fait ça en 2 jours, je crois. Ouais. Et donc on a fait ce chemin et c'était vraiment super sympa. Et donc en fait, je commençais pas à travailler jusqu'au 1er septembre. Donc on a fait ça au début du mois d'août. Ah cool, donc, donc j'ai emménagé, défait toutes les boîtes et tout. T'as trouvé facilement un logement? Ouais, j'avais trouvé, j'étais déjà venue avant, tu vois. Et le proprio était en train de tout retaper quand j'étais venue et j'avais rien trouvé. C'était difficile de trouver de quoi louer parce que les gens achetaient... les agents immobiliers te montraient même pas pour louer. Les agents immobiliers te montraient que pour acheter. Moi, je vais pas acheter, tu vois. Les Américains sont vachement plus inclinés à acheter, tu vois, et à revendre, même si c'est dans 3 ans. Et moi, j'avais jamais acheté de maison, tu vois, donc j'étais je sais même pas le quartier, les trucs et tout. Bien sûr. Donc je vais louer. Et la maison était même pas finie d'être retapée, il y avait pas de sol ni rien. Et quand j'étais allée la voir, et il faut être visionnaire quand même. Et je lui ai dit, je vous la prends, quoi. Et en fait, quand je suis arrivée, elle était top. Et donc c'était juste à côté de l'hôpital, c'était parfait. Et donc mon frère est resté avec moi presque 1 mois, je crois. Et après, on a fait un road trip. Tu sais, on allait jusqu'à Bryce, dans l'Utah. On a fait toute une loop et tout. C'était trop, trop bien. Donc ça, c'était Et donc là, tu te sens arriver dans l'Ouest. Tu fais, ok, ça va être sympa. Ah non, mais c'était j'étais aux anges. C'était trop, trop bien. Et après, le 1er septembre, j'ai commencé à travailler. Je connaissais déjà un petit peu mes collègues et tout. C'est le grand stress, quoi. C'est tout d'un coup, c'est ton nom sur le OR board, enfin le bloc et tout. Tu vois, c'est plus tes profs et tout. Et j'ai vraiment trouvé le meilleur endroit, je pense, pour pouvoir commencer à exercer. Parce que mes collègues ont été super accueillants, vachement encourageants, super disponibles pour ce dont j'avais besoin. Et même aujourd'hui, n'importe quelle chirurgie, d'aide, quoi que ce soit qu'on ait besoin, tout le monde s'entraide, quoi. Il y a vraiment une mentalité d'entraide. Donc c'est fini la compétition à l'internat. Ouais, exactement. Et c'était fou parce que j'avais jamais vu, je savais même pas qu'on puisse exercer de la chirurgie comme ça, tu vois. Enfin, moi, je trouvais ça fou, quoi. Mais en fait, on peut exercer sans qu'il y ait cette ambiance toxique de compétition ou de montrer du doigt, t'as mal fait, machin et tout. C'était vraiment autre chose, quoi. Et tout d'un coup, j'avais 30 heures de plus pour moi par semaine, tu vois. Je savais même pas quoi faire de moi-même. Je crois que j'ai passé beaucoup de mes premiers week-ends, juste chez moi, à rien faire, quoi. Et en même temps, t'en as un peu besoin aussi, quoi, de te retrouver. C'était ça, quoi. Mes chiens, ils savaient même plus qui... Enfin, tu sais, passer tellement de temps avec moi. Mais pars. C'était ça, quoi. Et puis à faire des randos, découvrir le Colorado, quoi. Parce que je pouvais aller nulle part. Enfin, tu vois, je pouvais pas rentrer en France. Et donc, je passais mon temps à explorer. Et donc, du coup, une première année qui se passe avec donc un équilibre vie pro, vie perso retrouvé. Et alors, donc, vie perso que tu investis dans la découverte du lieu. Mais il y a un moment où tu dis que finalement, Pueblo, c'est peut-être pas l'endroit dans lequel tu veux bien bosser, mais peut-être pas dans lequel tu veux faire ta vie. Exactement, parce que je pense au bout d'un moment, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant. À 9h du soir, il n'y avait plus de resto ouvert. Tu vois, je suis sortie du boulot, je pouvais pas aller chercher à manger. Et donc, je me dis, bon, quand même, il faut une ville avec un petit peu plus de vie. Et donc, je me souviens, j'avais pas... J'y pensais, quoi. Je pensais voir ce qui se passait à Colorado Springs, parce que c'était pas loin. Et c'est quoi, c'est 3 quarts d'heure, 1 heure? Ouais, 3 quarts d'heure, même pas. Et plusieurs des médecins, même dans mon hôpital, vivent dans le sud de Colorado Springs, dont un de mes collègues à l'époque aussi. Et sa femme était vachement dans l'immobilier. Et donc, quand j'en ai parlé, tout de suite, elle m'a mis en contact avec son agent. Et donc, 2 semaines plus tard, j'étais en train de voir des maisons, tu vois. Ah ouais, à l'américaine. Rapide. Exactement. Action, réaction. Exactement. Et donc, c'était il y a exactement 1 an, tu vois.
Et je suis tombée sur ma maison et c'était le coup de cœur, quoi. Genre, tu vois, je regardais juste pour voir les maisons. J'étais genre, ouais, pas mal, tu vois. Et genre, je suis tombée sur ma maison et j'étais genre... Une des seules maisons qui date pas d'il y a 30 ans. Exactement. Une maison de 1885. Ouais, donc une des premières maisons presque de exactement. Et je me souviens, je suis allée la voir le vendredi soir et puis j'ai dit à mon agent, on revient demain matin quand il y a de la lumière. Et je crois que j'ai mis une offre dimanche, quoi. Ouais. Le truc vachement à l'américaine, tu vois. Ouais. Genre, et je crois lundi soir, ils avaient accepté mon offre. Voilà, c'était... Et t'étais pas en grosse compétition parce que pendant... Ah non, c'était de la folie. On est encore en plein boom immobilier où t'as 72 offres par maison, il faut surenchérir, etc. T'as été un peu accompagnée là-dessus ? Ouais, mon agent et sa femme, donc, qui travaillaient en couple, ont été super. Moi, j'avais jamais acheté de maison, je connaissais pas le truc. Enfin, tu vois, je savais que c'était de la folie. Et donc, j'avais trouvé tout ce qu'il me fallait assez rapidement en termes de prêts de la banque et tout. Je pense que ce qui m'a aidé, c'est que les Américains aiment les maisons très grandes, beaucoup de chambres. Ouais. Et donc, ma maison, elle est faite très dans le style victorien, tu sais, donc petite pièce et tout. Et donc, c'était pas assez grand pour les Américains. Pour les standards du moment. Voilà. Donc, donc, vraiment, c'est une 3 chambres de salle de bain. Parce que de comment l'espace est aménagé. Et donc, pour les Américains, je pense que c'était pas assez grand, quoi. D'accord. Donc, je sais pas exactement, tu sais, combien d'offres il y a eu, mais bon. Ouais. Mais donc, mon offre a été prise. Et puis après, c'était genre, OK. Bon, et puis après, ça va vite. Hein. Ouais, quand on a un mois, c'est réglé. Exactement. Ouais. Genre, un mois plus tard, j'ai emménagé. Ouais. Trop bien. Ouais, c'était vraiment trop, trop bien. Donc du coup, tu achètes la maison, ça veut dire que tu te projettes quand même que, comme tu dis, tu le fais pas à l'américaine au sens où tu disais certains Américains ont acheté, par exemple, pour 2-3 ans, quitte à revendre. Toi non, donc c'est-à-dire que tu te projettes un peu sur le long terme ici ? Bah écoute, pour l'instant, ouais. Enfin, je pense, tu sais, de tous les déménagements que j'ai fait, de tous les lieux où j'ai habité, le Colorado, quand je suis arrivée, c'était la première fois que je me sentais chez moi. Ah, c'est incroyable, comment t'expliques ça ? Et je sais pas. Je pense que c'était l'ambiance au travail, la gentillesse des gens, la nature. Tu sais, je suis allée en Floride il y a pas longtemps pour le boulot et je me disais, mais jamais je pourrais vivre ici, tu vois. Enfin, juste la mentalité des gens, comment les gens parlent, comment, tu sais, ils se présentent et tout. J'étais genre, non, je suis pas faite pour ça, quoi. Je suis pas faite pour le sud des États-Unis. Moi, je suis faite pour le Colorado. Genre, juste. Et puis les gens que j'ai rencontrés ici, enfin, tu sais, genre, je sais pas, c'était tout un feeling. Tu vois, tout ensemble, c'était genre, je vois une vie ici, tu vois. Ouais. Après, pour toujours, je sais pas, tu vois, parce que la France me manque, mais en tout cas, de tous les lieux où j'ai habité, c'est la première fois que je me dis, ça me correspond. Je me lève, je prends ma voiture, je vois Pikes Peak, et puis je longe les Rocheuses pour aller au travail. Et je vois le lever du soleil. T'avais ce rapport à la nature avant le Colorado ? Pas à ce point-là, non. Ouais. C'est une révélation aussi un peu. Je trouve que les montagnes, il y a une grandeur, vraiment, et c'est paisible en même temps, tu vois. Genre, ça te projette une humilité sur ta petitesse, si tu veux. On se sent tout petit à côté voilà. Tu vois ça et t'es genre, mais le monde est parfait, quoi. Pas en ce moment, mais tu vois ça et t'oublies, quoi. Tu vois la nature et tu dis, mais en fait, c'est superbe. Moi, ça me parle vachement. Donc, t'es arrivée finalement, t'es heureuse, t'es bien épanouie, t'es établie, etc. T'es aussi très engagée finalement sur des valeurs de féminisme. Je sais pas, en politique, c'est des idées qui sont très engagées ou si tu es toi-même aussi très engagée, j'en sais rien. Colorado Springs, ça a malheureusement fait la une de l'actualité aussi il y a quelques mois avec l'attaque dans un bar ou dans une boîte gay. Une boîte gay. Ouais. Ça nous rappelle en fait... malheureusement aussi, si tu veux, qu'on est dans un pays qui est hyper divisé. Je sais pas si ça t'évoque quelque chose. Je sais pas si tu veux en parler, si tu veux pas en parler. Non, mais vas-y, carrément. Ouais. Ça nous rappelle, si, en fait, qu'on est aussi dans un État qui est très hétérogène, en fait, sur des croyances, sur des... Ouais, je sais pas comment le qualifier d'autrement. Non, mais c'est ça. Et pour moi, je pense que c'est la difficulté, parce que donc, en fait, j'ai beaucoup de patients qui viennent avec des choses très
même pas juste pro-républicain, genre pro-Trump, tu vois. Et tu veux dire qu'ils le portent sur eux-mêmes, la casquette ou les trucs comme ça. Et en fait, tu te rends compte, tout le monde est humain, tout le monde est pareil, tout le monde a les mêmes difficultés, les mêmes plaintes. Enfin, tu vois, la vie est difficile pour tout le monde. Bien sûr. Et donc, tout le monde moi, c'est comme ça que je le vois, tu vois. Tout le monde essaie de s'en sortir du mieux qu'il peut. La difficulté que moi j'ai, c'est toute la politisation de tous les mots, de tout ce qui se passe dans ce pays. Et donc, le fait que, comme partout, les politiciens oublient qui ils représentent, tu vois, pourquoi ils sont là. Et donc, moi, c'est vachement difficile, je trouve, de vivre au jour le jour. J'ai pas d'enfants, tu vois, mais si j'avais des enfants, j'aurais beaucoup de mal à me dire est-ce que je reste ici, quoi. Tu sais, d'envoyer tes enfants à l'école, de voir les problèmes, les tirer par balle, enfin, des choses que moi, je vois dans mes urgences, tu vois. Ouais. Et après, en tant que femme, je trouve que c'est vraiment un pays qui aussi beaucoup essaye de t'enlever ta valeur, enfin, de te dire constamment vous êtes pas assez bien, enfin, tu vois, on va mettre des lois pour dicter ce que vous pouvez pas faire avec votre corps et tout. Et c'est oppressant, quoi. Et moi qui ai quand même choisi une carrière beaucoup plus masculine que féminine, où le patriarcat est quand même très constant. Enfin, moi, le harcèlement, tout ça, je l'ai vécu, quoi. Ah ouais? Ouais, je l'ai vécu pendant mon internat. Enfin, tu vois, tu le vis avec les commentaires, les remarques, les trucs sexistes. Genre quoi? J'avais un prof qui était quand même... que j'appréciais beaucoup pour son enseignement, mais qui quand même passait son temps à faire des blagues du mode « mais on sait que les femmes sont pas aussi bonnes que les hommes dans ce boulot, tu vois. Ouais, » super et à faire des insinuations, ou alors tu sais, avais des profs qui venaient, tu étais en train d'opérer, qui se mettaient juste derrière toi, genre vraiment trop près, quoi. Pendant que tu t'es opéré, tu vois, des trucs hyper glauques. Et puis, où j'avais un prof qui détestait my guts, tu sais. Parce qu'à chaque fois que je trouvais qu'on faisait quelque chose de pas correct pour le patient, genre je le vocalisais. Et lui, il détestait ça, tu vois. Il détestait qu'une femme puisse lui tenir tête. Ouais, lui tenir tête. Et il m'a rendu la vie vachement difficile. Ouais. Mais bon, tu vois, tu prends ça du mieux que tu peux, puis t'en parles aux gens qui, tu vois. Mais il y avait quand même, c'était assez présent. Et encore, c'est pas du tout ce que d'autres femmes ont dû endurer et tout. Donc c'était présent, tu vois, dans ma formation. Et même quand tu travailles, tu sais, genre si tu pètes un câble et tout, t'es genre la bitch de service, tu vois, alors qu'en fait tout le monde se plaint, pareil, mais quand c'était les mecs, c'est pas la même chose, quoi. Et donc tu vis ça quand même assez constant. J'avoue que dans mon environnement actuel, je le vois beaucoup moins qu'au Texas, mais je trouve que donc c'est quelque chose sur lequel je suis très vocale. Et puis je fais les commentaires, tu vois, et je fais les commentaires que les gens vont pas forcément apprécier parce que tu les mets face à face à leur propre sexisme et misogynie. Et je t'avouerai que les personnes les plus sexistes et celles qui rendent la vie la plus difficile aux femmes, en tout cas en chirurgie, c'est les femmes. Ah ouais. Pourquoi? Comment ça? Je pense qu'il y a beaucoup la mentalité de c'était comme ça pour moi, tu vois, pourquoi ce serait pas comme ça pour toi? Donc une autre génération, en fait, aussi. Ouais. Et les infirmières. Je pense que moi, c'est quelque chose que j'ai vachement changé. Et puis, c'est pas vrai dans mon travail actuel. Mais quand je faisais mon internat, c'était très vrai. Les infirmières sont plus des femmes que des hommes. Pas, tu vois, il y a toujours des hommes. Ouais. Mais elles étaient beaucoup plus dures sur les internes femmes que les internes mecs. C'est dingue. Ouais. Et donc, c'est un truc qui change petit à petit, mais c'est encore présent. Et donc, t'es constamment face à ça. Et donc, tu dis, comment je fais pour changer? Comment je fais pour changer la... Ouais, comment est-ce que tu fais pour relever le défi de ta génération aussi là-dessus, quoi? Et pour t'assurer que ce soit moins présent à chaque génération, quoi. Et comment tu fais, alors? Je pense que déjà d'éduquer, tu vois, d'être vocale. J'ai beaucoup d'étudiantes en médecine, tu sais, qui viennent faire des stages chez moi. Et donc, on parle des choses comme ça. Et puis, je pense entre femmes de se soutenir, tu vois, d'être là les unes pour les autres, de se soutenir dans nos travaux et même dans la vie de tous les jours. Tu sais, je pense qu'on a beaucoup, en tout cas, tu sais, quand on grandissait, tu avais beaucoup cette compétition et qu'une autre fille qui venait, c'était genre une compétition. C'était pour un mec, pour un job, pour n'importe quoi. Et vachement de changer cette mentalité.
Donc, tu sais, de faire un commentaire positif, d'aider, de dire comment je peux t'aider, comment je peux faire ça, tu vois. Et d'être juste là et d'être ta cheerleader parce que, bah voilà, pourquoi pas, tu vois. Et d'avoir beaucoup cette communauté de sœurs. Beaucoup. Ouais. Moi, ça, j'y crois vachement. Et donc, de bouger. Je fais beaucoup d'anglicisme, to move. To move the needle. De shift, tu sais. Le discours, que ce soit plus genre, ah, t'as vu ce qu'elle a dit, comment elle s'est mise, tu vois, c'est genre, ah ouais, elle traverse un moment difficile. Genre, je lui ai demandé. Plus d'empathie, finalement. Ouais, voilà, exactement. Et que ce soit moins en mode, en fait, on peut être toutes à la table, quoi. On n'a pas besoin d'être les unes sur les autres pour la seule place. On n'a pas besoin de se tirer dans les pattes. Exactement. Et ça, j'y crois vachement. Et que ce soit même des trucs tout simples, tu sais, en mode, t'as besoin que je fasse du babysitting, qu'est-ce qu'il te faut, tu vois, genre... Ok. Ouais, mais c'est ça, tu vois. Moi, j'ai pas de gamin, et donc je dis toujours à mes copines, genre, mais si tu veux, genre, si vous avez besoin d'un week-end en amoureux, tout ce que tu veux, enfin, moi, avec plaisir, tu vois. Parce que, bah ouais, on prend soin les unes des autres, parce que je pense que t'as quand même beaucoup plus d'obstacles dans la vie, quoi. Aujourd'hui, du coup, t'es franco-mexicaine, établie aux États-Unis. Tu dis t'es bien là où t'es. T'envisages comment ton futur et comment est-ce que tu t'identifies finalement à... Parce que t'as pas les papiers américains, mais enfin t'es quand même établie aux États-Unis depuis un moment. Comment est-ce que tu qualifierais un peu ton identité ? Comment tu t'es construit finalement dans les trois pays ? Bah écoute, c'est une question vachement difficile. Et je pense que pendant longtemps dans ma vie, surtout quand je suis partie au Mexique, c'était de moi pouvoir savoir qui j'étais. Parce que j'avais beaucoup cette difficulté de me sentir que j'étais pas de là-bas, mais je suis plus d'ici non plus. Et donc, t'es toute jeune, tu vois, 18 ans, et donc t'essayes de te trouver en tant que personne. Mais tout d'un coup, plus personne te comprend. Tu sais, les gens avec qui tu t'identifiais, tes parents et tout. Et les choses qui m'énervaient, ils disaient, mais pourquoi ça t'énerve ? Et t'es genre, mais ça a plus de sens pour moi. Et donc, j'ai mis pas mal de temps quand même à trouver qui j'étais. Et donc, moi, j'aime maintenant avoir toutes ces identités différentes. Tu vois. Au Mexique, j'étais pas assez mexicaine pour les Mexicains. Et puis, je rentrais en France et il y avait des références culturelles que je comprenais plus, des expressions que je disais mal. Et puis après, française, mais t'es pas assez française pour les Français, pareil. Voilà. Et puis après, pour moi, c'était genre fuck it, quoi. Enfin, je suis qui je suis avec mes 3 langues, mes 3 cultures, ma capacité à pouvoir échanger avec pas mal de la population du monde. Et donc, je pense que oui, je serais toujours plus française. Parce que j'ai quand même grandi beaucoup plus en contact avec mon côté français, ma famille en France, les années qu'on était en France. Mais j'ai aussi mon côté mexicain que j'adore. J'aime bien puiser dans la culture américaine, les côtés cool, tu vois. Moi, je trouve que le fait de parler à un inconnu dans la rue, à lui dire j'adore votre sac, machin, je trouve ça cool. Enfin, pourquoi pas laisser la spontanéité aussi s'exprimer. Et donc, je pense que c'est ça, tu vois. Enfin, je m'identifie du fait que j'ai grandi à travers ces 3 cultures, et donc je suis une personne qui fait partie de ces 3 cultures, quoi. Bah, c'est canon. Bah, c'est le côté cool, tu vois, de pouvoir choisir un peu. On n'a plus besoin de choisir. Ouais, voilà. Tu prends les choses qui te correspondent et les choses qui te plaisent moins, et bah tu dis, bah, ça, c'est pas moi, quoi. Bah, bravo. Merci. Merci beaucoup. Bah, avec plaisir. Tout plein de bonheur pour la suite. Merci. Et quand tu veux pour le babysitting. Avec plaisir. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un grand merci à Priscilla pour ce chouette moment passé ensemble. Et je vous adresse un grand merci à vous aussi de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi et que vous aurez, vous aussi, appris plein de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous rendre sur votre plateforme d'écoute préférée. A priori, vous nous écoutez beaucoup sur Spotify et Apple Podcast. Vous pouvez y laisser un petit commentaire sur le podcast ou même sur un épisode en particulier, mais aussi nous offrir 5 étoiles. Ça rebooste énormément, ça donne des idées et c'est un très chouette moyen pour interagir ensemble. Tradition oblige, je vous propose d'écouter un petit extrait pour avoir une idée de ce qui nous attend la semaine prochaine.
je rentre du samedi matin. L'avion, donc Denver, San Diego. Ouais. Littéralement, je plie mes valises. Et tu repars. Et dimanche matin, je pars et je conduis 17 heures de route en une traite. Ah bah oui, du coup, tu es en voiture. Ah, vache. Ouais, 17 heures en une traite. Mon appartement, je l'ai laissé à un de mes meilleurs amis qui était là-bas, qui avait besoin d'un appart. Donc en fait, voilà, tout s'est bien arrangé. Et je lui ai laissé tout. Je lui ai dit, écoute, tu gardes tous mes trucs, c'est pas grave, c'est à toi maintenant. Et... À ce stade-là, ça surprend plus personne dans ton entourage que tu te barres d'un coup. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Donc en fait, et c'est exactement ça. Je pars dimanche matin, je conduis 17 heures parce que c'est environ 17 heures, c'est la route. Je me suis arrêté 2 fois pour manger, mais déterminé, quoi. Je commence lundi matin le travail, quoi. Et j'arrive sur Denver, donc c'est par l'arrière, du coup, par les Rocheuses. Et vers 1h du matin, je me dis, bon, je suis à 2 heures de route. Et le mec, le patron, venait à 5h du matin, donc j'ai le temps. Je m'arrête, je fais une sieste. Je me réveille et là je suis englouti de neige. Il y a eu une tempête de neige pendant que je dormais. Donc je me réveille, j'ai super froid. Je dois sortir. Et puis t'as pas forcément l'habitude, t'es pas forcément équipé, quoi. J'ai pas de neige, j'ai rien en fait. Je suis pas au courant de les chaînes. Je sais pas mettre une chaîne sur un pneu. J'ai même pas de chaîne en fait. Et du coup, je nettoie la voiture un peu. Là, à la main, du coup. Bah oui, c'est ça, à la main. Je pars et là, c'est les 2 heures de route les pires de ma vie parce que tu sais pas où t'es. Déjà, conduire dans les Rocheuses, c'est pas toujours facile, même par beau temps. C'est ça. Alors, t'es dans les Rocheuses. Tu montes, tu descends, faut pas appuyer trop sur les freins. Mais c'est exactement ça. Et t'as pas l'habitude. Moi, je viens du nord de la France. Au pire, il y a du verglas, mais tu vois, il neige pas comme ça. Il est 4h30 du matin, il commence à 5h. Et là, je me dis, bon, j'attends devant la boulangerie, je vois mon patron arriver. Ah, donc t'arrives à. Donc j'arrive, j'arrive à 4h30 environ, quelque chose comme ça. Vache. Et il commence à 5h, et là, il arrive, et le premier truc qu'il me dit, c'est ok, bah viens, je te dépose à la maison, que tu puisses dormir. Et moi, je dis non, je travaille. Je suis venu pour bosser, quoi. Et tu sais pourquoi je veux travailler ? C'est parce que si je loupe lundi, j'ai une journée de salaire en moins. Ouais. Ah là, c'est trop important, je peux pas. Là, ça fait 2 mois que je vis sans argent. Non, je travaille dès que je peux. Je suis motivé, mais à fond. Ouais. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée, une merveilleuse fin de semaine et je vous dis donc à mardi pour une nouvelle histoire.